C'est la seconde partie de l'Africa Newsroom et nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Gourmolo, professeur des universités, ainsi que en compagnie de Djemal Taleb et Camille Sari, nos éditorialistes. Voici le dossier du jour. La parité désigne une égalité générale entre hommes et femmes. Cette parité qui s'applique dans ce dossier à la vie politique progresse pas à pas en Mauritanie. De nombreux efforts restent à accomplir en vue d'une parité plus complète, on va dire. Et pourtant, la discrimination positive en faveur des femmes, rien que cette première mesure, est difficilement appliquée sur place, sur le terrain. Reportage d'Eladj Ndiaye, envoyé spécial en Mauritanie. À l'approche des élections municipales et législatives, la question de la représentativité des genres revient au devant de la scène. La femme mauritanienne ne compte pas rester à la traîne dans la sphère politique, forte des textes, des dispositions légales sur la parité homme-femme, notamment la loi organique portant encouragement des femmes à accéder aux fonctions électives, qui prévoit un quota de 20% de femmes sur les listes électorales. Les femmes comptent s'imposer avec la tenue des élections législatives et municipales du 23 septembre. Les Mauritaniennes le savent. La parité est imposée aux partis politiques contraints ceux-ci à présenter des listes électorales avec autant de candidates que de candidats. Un dispositif qui devrait favoriser davantage leur entrée dans la vie politique. Depuis ces élections en cours, nous avons insisté, demandé, réclamé que nous obtenions 33%. Nous n'avons pas inventé les 33%. Nous nous sommes accrochés, nous nous sommes référés au OMD, les objectifs millénaires du développement, qui veulent qu'à partir de 2014, qu'il y ait 33% de femmes partout. Si tout cela semble optimiste sur papier, la réalité est toute autre et les femmes peinent toujours à se prévaloir des mêmes droits et chances que les hommes. Pour atteindre leurs objectifs dans cette quête de quota de 33% de femmes sur les listes des élections législatives et municipales, elles ont approché l'association des femmes chefs de famille pour faire une campagne de sensibilisation. La mobilisation se fait à plusieurs échelles, il faut le dire. Il y a la mobilisation par porte qui a été faite. Nous sommes sur une campagne au niveau des initiatives de groupes de plaidoyer depuis assez longtemps, depuis maintenant 2 à 3 ans. Donc nous avons sillonné le territoire mauritanien avec des groupes, des formations des futures candidates, des sensibilisations des citoyens, tous les citoyens confondus, pour dire que la femme a sa place. Les femmes mauritaniennes constituent 53% de la population, donc c'est une majorité qui ne peut jamais rester à l'écart de ce qui se passe dans le pays, particulièrement la politique. La mobilisation des femmes et leur engagement politique ne cessent de croître, mais il faut reconnaître qu'un certain nombre de contraintes et de pesanteurs freinent encore leur accès aux sphères de décision. D'abord, il y a des blocages socio-culturels. Ça veut dire que la majorité des Mauritaniens, surtout à l'intérieur du pays, en milieu rural, ne voient pas l'utilité de la participation de la femme en politique. D'ailleurs, c'est malheureux et nous luttons, nous emmenons nos campagnes de sensibilisation contre ces mentalités. C'est des tribus qui peuvent influencer le décisionnel des partis politiques. Et nous avons rencontré aussi un autre obstacle réel, c'est que les femmes elles-mêmes en milieu rural ne sont pas convaincues de l'utilité de leur participation dans la vie politique. Elles disent que ça c'est pour les hommes, c'est pas pour nous, on ne doit pas se fatiguer, on ne doit pas aller. Alors que la réalité des choses montre que c'est les femmes mauritaniennes qui organisent toute l'opération quand il y a les élections. En Mauritanie, 44,9% des femmes en 2008 sont analphabètes. À cause du poids de la religion et des tabous sociaux, la société mauritanienne voit mal la participation des femmes en politique. Nous sommes une société conservatrice et nous avons nos valeurs à préserver. La place de la femme n'est pas dans la politique, mais plutôt de s'occuper de ses enfants et de son mari. Une femme ne doit pas s'exposer au vu et au su de tout le monde, surtout ici en Mauritanie. Malgré la réticence des conservateurs, les femmes sont toujours présentes et comptent poursuivre ce combat. Nous brisons les tabous, nous disons à ceux qui ne croient pas à la capacité des femmes, que les femmes sont capables et l'ont prouvé parce que le Parlement, l'ancien Parlement de 2006, nous a
tout le monde sait les prestations que les femmes ont amenées, le rôle qu'elles jouent dans les débats, dans la politique du pays et dans aussi l'accompagnement des populations et la façon de poser les problèmes réels des citoyens mauritaniens et de les défendre. Quand on est femme, on n'a pas beaucoup de chance à être élu. C'est pour cela, ni à être en avant de la scène politique. Nous menons des campagnes de sensibilisation et c'est pour changer un peu les mentalités, pour montrer que la participation de la femme n'est ni contraire à son action naturelle en tant que mère de famille, ni contraire à l'islam qui encourage la femme à être en avant des actions. Et nous essayons un peu d'avancer. Un principe sacré de l'islam, l'égalité des chances pour tous. En Mauritanie, les femmes représentent environ 52% de la population. Une participation politique plus équitable des femmes viendra consolider l'ancrage de la démocratie pour le bénéfice de la nation. D'autant plus que les femmes ont fait leurs preuves par leurs compétences et leurs expériences réussies, entre autres dans la gestion des affaires publiques. L'augmentation du nombre de femmes à des postes de responsabilité décisionnelle afin qu'elles puissent participer pleinement au développement est un principe juste d'équité et de bonne gouvernance. Alors, nous avons vu ce reportage et je me tourne vers vous directement, professeur Gourmolo. Alors, 33% des femmes députées, 33% des femmes maires en Mauritanie, vous pensez que c'est possible ? C'est l'objectif en tout cas qui est recherché et disons que c'est même un objectif minimal, puisque c'est ce que pour les OMD on avait estimé nécessaire pour avoir une vie politique qui soit saine par rapport aux relations du genre, si vous voulez, homme-femme. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que ça va être fait? Ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont en réalité les forces sociales qui sont les forces principales qui s'activent sur la scène politique, malgré le fait qu'il y a des forces progressistes, il y a des gens qui veulent faire avancer les choses. Il y a, vous avez vu dans le reportage des femmes qui sont extraordinaires, qui se bagarrent, qui se battent pour que leur voix soit entendue, pour que surtout leur voix puisse rapporter quelque chose pour les femmes, etc. Mais fondamentalement, aujourd'hui, en réalité, les forces qui s'agitent, qui ont prise sur la réalité économique, sur la réalité sociale, ce sont des forces conservatrices et qui s'expriment à travers notamment tout ce qu'il est possible tous les canaux possibles. Donc les hommes mauritaniens ne sont pas prêts encore à avoir autant de femmes? Ce n'est pas les hommes en général, parce qu'en réalité, les hommes comme les femmes sont très divisés. Il y a des hommes qui sont partisans des changements, il y a des femmes qui sont partisanes des changements. Vous l'êtes? Moi? Oui, professeur Lo, vous l'êtes? Je suis vous êtes pour les 33%? Je suis pour au minimum 50%. 50%? Pour dire la vérité. Donc ouais. vous allez au-delà? Oui. Personnellement, je pense que 33%, c'est effectivement un plancher, mais je pense que fondamentalement, les sociétés africaines et la société mauritanienne est en mesure de faire en sorte que 50% des femmes puissent participer dans les activités politiques. Vous avez parlé de femmes admirables dans ce reportage. Vous apportez votre voix à leur côté? Oui. Vous contribuez à leur combat? Oui, parce que je aboutir pense que leur combat, c'est d'abord une partie considérable, sinon la partie principale du combat pour les changements sociaux en Mauritanie. Mais comment vous le faites? Eh bien, je le fais d'abord par les activités politiques, comme elles le font d'ailleurs pour la plupart d'entre elles dans les partis qui veulent les changements, mais également dans les activités sociales. La plupart de celles qu'on a vues aujourd'hui sont dans des ONG, dans des activités de proximité qui essayent d'organiser les femmes, qui luttent par exemple contre certaines pratiques sociales qui sont surannées, qui luttent contre les viols, qui luttent contre un certain nombre de choses qui sont extrêmement dangereuses, qui se pratiquent encore dans notre pays et dont les femmes sont les principales victimes. Et pour ces femmes-là, en réalité, la participation politique n'est que l'expression de leur engagement social. Et c'est en cela que, effectivement, les perspectives de parité sont des perspectives non pas théoriques, non pas pour plaire à qui que ce soit, non pas pour faire bien pour la vitrine, pour l'Occident, pour le plus qu'on peut obtenir, mais parce que ça reflète réellement les intérêts. Vous savez, dans la réalité, on parle de l'Occident, mais même certains pays occidentaux ne sont pas particulièrement en avance en matière de parité. Je parle de l'Occident officiel. Oui. Dans la réalité, l'Occident officiel. On va prendre l'avis de Gemal également. Ce plateau est composé uniquement d'hommes, mais on va voir si vous êtes pour ces 33% de parité. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est ce qui va faire avancer la cause des femmes? La question, est-ce que je suis pour personnellement? La réponse est évidemment oui. Mais permettez-moi, Marie-Angèle, de rappeler juste un moment important. Rappelez-le. Lo Gourmolo, on se connaît, et appartient, en dehors de sa casquette de professeur, à une organisation politique mauritanienne très avant-gardiste.
qui a fait de la lutte pour les progrès un vrai combat politique, et on ne peut que le saluer lui et l'organisation politique est la sienne. Je préfère juste le rappeler. Donc quand vous lui posez la question s'il est favorable personnellement, ça m'a un peu heurté personnellement. Au-delà de ça, oui, la réponse est oui. La société mauritanienne est l'une probablement des rares sociétés, encore, mais les Mauritaniens en sont un tout petit peu jaloux, encore légèrement matriarcales. Je veux dire, quand vous parlez des avancées politiques, et vous avez raison de parler des avancées politiques, elles sont réelles. Depuis 2006, on a un Parlement qui contient plus de femmes que le Parlement français, que le Parlement portugais, que le Parlement anglais. C'est important de le rappeler. Depuis les dernières élections, il y en aura encore plus, parce qu'en plus donc, de la dose de féminisation de la vie politique qui a été rajoutée, qu'il y avait, on a rajouté une liste nationale composée uniquement de femmes. C'est-à-dire que sur cette liste-là, il n'y a que de femmes. Vous le savez très bien en France. Tout le monde vous dit « trouvez-moi une femme, je vais la mettre sur une liste ». Mais généralement, le plus bas possible quand la loi le permet. Très souvent, on prend la quantité et pas la qualité. Là, aux dernières élections, ce qui a été fait de positif, et je pense personnellement que c'est positif, c'est qu'on a créé en plus une liste uniquement de femmes. Donc quand ces messieurs qui dominent généralement la vie politique, veulent avoir des femmes comme à Libye, ça n'est plus possible parce que désormais, il y a 20 parlementaires uniquement femmes. Et ça, c'est une bonne chose. Mais au-delà de l'aspect politique, il y a l'aspect de la vie des gens. Social. Et donc, nous n'avons pas un code de statut personnel comme la Tunisie en Mauritanie. Il n'y en a pas. Mais il y a le droit naturel, le droit des gens. C'est celui qui régit la vie des gens, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, en dehors de la vie elle-même. Et là, nous retrouvons, c'est ce que disait tout à l'heure, quelques fragments encore, c'est ça, quelques fragments encore de vie, de matriarcat. Un exemple tout simple, et on est toujours fiers de ça en Mauritanie. Au Sénégal, quand vous demandez une femme, vous la demandez à son père. En Mauritanie, très généralement, quand vous la demandez à sa mère. Vous demandez sa main, oui. Et quand vous demandez la main au papa, et le papa dit non, généralement, la maman dit oui, et c'est oui. Et donc, la place de la femme est importante. Un de mes amis est venu en Mauritanie, il n'y a pas longtemps, et il me dit, je suis absolument, je rêve. Pourquoi? Il me dit, ces femmes voilées c'est le foulard, c'est le sari mauritanien, ces femmes voilées avec un 4x4. Et quand il va dans le foyer, il se rend compte que le 4x4, c'est parfois le seul véhicule de la maison. Je parle là de la bourgeoisie, je ne parle pas des autres, ils n'ont pas de 4x4. Et donc, quand le 4x4 est le seul de la maison, c'est le 4x4 de la femme. Et donc, la place de la femme, en dehors des schémas politiques, est évidente. On ne peut pas le nier. Après, il faut toujours, évidemment, relativiser. La polygamie n'est pas interdite. Elle existe. L'excision est encore une réalité, quelque part. Je veux dire, je ne dresse pas là un tableau idyllique. Je dis, comme souvent, quand je me compare, je me console. Quand je me regarde, je me désole. Voilà. Camille. Moi, je suis un archi-défenseur des droits des femmes et surtout dans nos sociétés où il y a beaucoup à faire. Il y a le poids de la religion qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas être hypocrite. Je ne parle pas de nous ici autour de la table. Beaucoup de gens disent oui, mais je vois là dans les constitutions, beaucoup de constitutions maghrébines, il est stipulé la femme est l'égale de l'homme. Mais quand on voit l'héritage, par exemple, la femme, elle est diminuée. Le témoignage d'une femme... Est-ce que ça, c'est lié à la religion? Est-ce que c'est lié à l'islam? C'est dans les textes, au moins. C'est dans les textes, il faut faire comme les Tunisiens, c'est-à-dire de laïciser un peu. Et je peux donner pas mal d'exemples. Je pense que la parité qui est un vœu ne se décrète pas. Il faut créer les conditions. Il ne faut pas dire, oui, on va mettre tant de femmes, etc. Il faut qu'il y ait de la formation. C'est-à-dire que les femmes, et moi j'ai rencontré, peut-être vous plus que moi, à Nouakchott, des jeunes filles universitaires qui veulent apprendre. Donc, élever le niveau de présence des femmes, ça passe par leur élévation au niveau de la hiérarchie de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y ait des femmes médecins, qu'il y ait des femmes ingénieurs, qu'il y ait des femmes professeurs à l'université. De plus en plus, il y en a, mais il faut aller plus loin. Il faut toujours aller plus loin. Et dernière chose, moi, je dis toujours à ces hommes qui légifèrent sur les femmes, quand ils légifèrent sur les femmes, ils ne pensent pas à leurs femmes, ils pensent souvent à diminuer leurs femmes, mais qu'ils pensent un seul instant à leurs filles, parce qu'ils ont des filles. Quand vous légiférez et vous rabaissez la femme, vous rabaissez le devenir de votre fille. Je dis à tous ces hommes qui légifèrent dans nos pays, qui pensent aux femmes en pensant à leurs filles,
en préparant leurs filles à un destin meilleur. On va prendre la position de professeur Gourmolo. Concernant le poids de la religion, Camille l'a soulevé, on a entendu dans le reportage parler de tabous sociaux, effectivement, on a vu une femme, parce qu'on parle des hommes, on pointe les hommes du doigt, mais il faut savoir qu'on a entendu cette femme dire que la femme ne doit pas s'exposer, la femme ne doit pas s'impliquer dans la vie politique. Alors comment ça évolue sur place tout ça en Mauritanie? Tout ça est très compliqué parce qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a des aspects institutionnels, juridiques, institutionnels, il y a des aspects sociaux, anthropologiques. Ces dimensions s'entrechoquent et créent un effet contraste. Souvent, il est difficile de voir qu'est-ce qui est réellement en avant. Quel est le sort réellement de la femme dans ce contexte-là? Si vous prenez un bout des choses, effectivement, et que vous mettez un zoom là-dessus, vous pouvez parfaitement voir certains aspects qui vous enchanteraient, qui pourraient faire penser que les femmes ont ce qu'elles veulent finalement et que la situation n'est pas si catastrophique qu'on le dit, etc. Par certains aspects, oui. Mais si vous prenez d'autres aspects, au contraire, vous avez une situation absolument inverse. Si vous prenez, par exemple, même d'un point de vue institutionnel, allez, dans la fonction publique, pour être précis, notamment c'est l'État, normalement. Et l'État, ce sont les règles. C'est l'État de droit. Théoriquement, tous les États aujourd'hui dans le monde sont des États de droit. Et en plus, il y a plein de conventions internationales que l'État a signées, et généralement qui sont extrêmement des conventions très généreuses à l'égard des femmes, etc. Mais par exemple, vous serez surpris de savoir qu'en Mauritanie, il est très difficile aujourd'hui pour une femme d'être juge. Il n'y en a pas. Je ne parle que de ça, hein. Il y a d'autres choses également. Parce que les institutions fonctionnent sur le mode presque schizophrénique entre ce qui est affirmé et ce qui est pratiqué par les hommes qui sont mis dans ces institutions. Et c'est là où je vous parlais de forces sociales rétrogrades, qui en réalité maîtrisent les institutions et qui en font ce qu'ils veulent, derrière l'apparence des choses agréables à voir ou agréables à dire. Ceci étant dit, effectivement, il y a une dynamique sociale qui a imposé dans les faits des changements et des modifications de type progressiste. Jamal a cité des faits incontestables. Aujourd'hui, par exemple, le fait que les femmes participent dans les activités politiques à un niveau aussi visible que celui que l'on a en Mauritanie est un fait incontestable. Toutes les évolutions dernières, toutes les réformes politiques qui ont été faites ont été dans un sens d'améliorer quelque peu le statut politique de la femme. Améliorer le statut politique, mais quelque peu. Jamal, quelque peu. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, vous mettiez en avant les avancées, mais en Mauritanie, on n'a jamais vu de femme Premier ministre, il me semble. Au niveau de l'Assemblée nationale, idem. Non, ce que Gourmand a dit est vrai sur les forces sociales rétrogrades. Et il a raison, ces forces-là existent, elles sont parfois même malheureusement un peu fortes. Et on se souvient de la femme ministre nommée dans les années 80 ou 90, ça a même choqué jusque dans les mosquées. Et donc, faut pas, je veux dire, c'est pas en contradiction. Autant dans une société mauritanienne où les familles recomposées est un phénomène absolument normal, ce qui n'est pas le cas dans les sociétés de l'autre côté du Maghreb. Autant, quand vous l'avez ministre, ou vous l'avez eu ministre dans les années 80, ça a même choqué, je disais, jusque dans les mosquées. Et donc, ça, c'est vrai, mais ce n'est pas en contradiction avec le reste. On a l'impression qu'il y a beaucoup de paradoxes en Mauritanie. Voilà, c'est-à-dire que si vous mettez un zoom, comme l'a dit Gourmand, c'est un phénomène, vous êtes choqué, évidemment. Mais ne prenez pas un zoom, d'ailleurs les zooms ne sont jamais bons, prenez une situation dans son ensemble. Et quand vous prenez la situation dans l'ensemble, je le disais encore tout à fait, et comparez avec les autres, vous allez être absolument stupéfaite. Pourquoi? Parce que vous avez l'une des rares sociétés encore où la femme s'impose, non pas parce qu'elle est femme, mais elle s'impose par son rôle. C'est valable dans les villages, c'est valable dans les villes, c'est valable dans les campagnes, c'est valable y compris quand les guerriers allaient combattre, le rôle de la femme dans ce qu'elle est, qui n'est pas un rôle seulement de maman. Non, nous sommes l'une des rares sociétés encore dans l'est de la Mauritanie où l'émir de l'un des plus vieux émirats mauritaniens était une femme. Et pour la petite histoire, il paraît que quand un homme rentrait dans son foyer, il devait enlever son pantalon. Signe de respect. Mais donc on a l'impression que la société traditionnelle mauritanienne était bien plus moderne que la société moderne. Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire que quand on regarde les exemples que vous prenez, ils sont toujours liés à l'histoire. Non, pas du tout. C'est-à-dire que vous avez une société donc sans doute à l'origine matriarcale, dans laquelle
un certain regard, une certaine partie de la religion a donné un aspect pas toujours très positif. Dans en même temps, le pouvoir général et historique des hommes a sans doute ramené les femmes. Et puis à côté de ça, vous avez donc des forces féminines ou progressistes très fortes, dont d'ailleurs le Gourmand, encore une fois, appartient évidemment, lui et l'organisation politique qu'elle représente, qui, elles, ont insufflé depuis quoi? Depuis les années 70. Vous avez été parmi les plus forts et vous avez mis en place un combat beaucoup mené par les femmes, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, y compris dans votre organisation politique. Et donc, vous avez les deux à la fois. Mais quand vous faites le bilan dans son ensemble, honnêtement, il n'y a pas photo par rapport aux autres pays. Je vous trouve un peu... Camille. Un point qui me paraît important, c'est bien de dire qu'il faut que les femmes soient dans les associations féministes. Moi, je suis archi pour. Il y a un point qui mérite vraiment une réforme dans tous les pays arabo-musulmans, c'est le divorce. Et là, le Maroc a eu une avancée, il faut le reconnaître, c'est Moudawanat al-Osra, c'est donc la réforme. Non, mais je dis ce qui marche. Oui. C'est-à-dire qu'avant, la femme demande à l'homme de la divorcer, elle reçoit donc la lettre de divorce chez elle. Maintenant, la femme peut saisir le juge, elle a le droit de garde de la famille, de les enfants. Ce point-là, donc il y a des avancées, je pense que c'est un point important. Merci messieurs, nous arrivons malheureusement au terme de ce débat, très intéressant d'ailleurs. À la une de l'actualité africaine, le président béninois Boni Yayi a rendu visite à son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Bazogo. En Guinée équatoriale, ils entendent renforcer leur stratégie de coopération sud-sud. Et au Mali, le pôle d'observation citoyenne électorale a noté une faible affluence dans la plupart des centres de vote dans le cadre des élections législatives. Les résultats provisoires de ce scrutin sont attendus. Et nous débattrons juste après la pause de l'actualité économique du Zimbabwe, du Maroc et du Bénin. A tout de suite.